Pourquoi diable es-tu venu me chercher? C'est elle que je voulais. Tu crois peut-être que la plus grande star des arts martiaux américains des années 80, c'était Jean-Claude Van Damme, ou que Samuel Jackson détient le record du plus grand nombre de films parmi les acteurs vivants. Mais tu as tort. La réponse, c'est Eric Roberts. 809 films et séries télévisées au compteur en mars 2026. Plus que Samuel Jackson et Nicolas Cage réunis. Et on ne parle pas uniquement de caméos dans des productions que personne n'a jamais vues. Enfin, d'accord, beaucoup en font partie. Mais il a aussi porté des œuvres comme Best of the Best, Runaway Train, Le Pape de Greenwich Village, Star 80, et il a débarqué dans The Cable Guy, The Dark Knight et Les Expandables. Si tu ne connais pas encore cette histoire, abonne-toi, laisse un like et reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre va te renverser. Soyons clairs une bonne fois pour toutes. Cet homme est un phénomène à part entière. Il n'a pas prononcé un seul mot avant l'âge de 5 ans. C'est le théâtre qui a guéri son bégaiement, pas l'inverse. Sa femme lit chaque scénario à voix haute avant qu'il ne dise oui. Dans le New York enflammé des années 80, il a fait la fête aux côtés de Christopher Walken, Mickey Rourke, John Malkovich, Bruce Willis et Robin Williams. Nommé aux Oscars à 29 ans, 3 nominations au Golden Globe, formé à la RADA de Londres dès l'adolescence. Bob Fosse l'a forcé à passer la nuit dans l'appartement où Dorothy Stratton avait été assassinée, la veille même du tournage de la scène du meurtre dans Star 80. Et il l'a fait. Sylvester Stallone avait envisagé Robert De Niro, Al Pacino, Ben Kingsley et Ray Liotta pour le rôle du vilain dans Les Expandables. Il a choisi Eric Roberts. Et la seule fois de sa vie où il a appris un art martial, c'était pour Best of the Best en 1989. Avant ça, il ne savait même pas lancer un coup de poing. Une sœur plus célèbre, plus adulée, et pourtant c'est lui qui s'est entraîné sous la tutelle de Philippe Ry. Mais pour que cette histoire puisse être racontée, encore fallait-il qu'il survive. En 1981, il sort d'un coma de 3 jours consécutifs à un accident de voiture sous l'emprise de la cocaïne. Il doit réapprendre à marcher, réapprendre à parler. Son visage, ses expressions, ses manières, tout a changé. Mais seulement 4 ans plus tôt, il se trouvait dans un autre hôpital à Georgia, sa ville natale, aux côtés de sa petite sœur Julia, alors âgée de 9 ans, regardant leur père Walter mourir d'un cancer. Walter Roberts, celui-là même qui leur avait tous les deux appris à jouer la comédie. Dans les mémoires qu'Eric a publiées en 2024, il décrit Walter comme un homme contrôlant, jaloux du succès de son fils aîné. Walter a été enterré ce printemps-là. Un an plus tard, Eric Roberts posait le pied sur le plateau d'un film intitulé Le Roi des Gitans. Quand le film sort en décembre 1978, Eric Roberts est déjà nommé aux Golden Globes. Hollywood tient son nouveau visage, son nouvel espoir, et tout laissait croire qu'il n'allait pas le gâcher. Pourtant, 2 ans plus tard, en 1981, à seulement 25 ans, il surfe sur le succès de son dernier film The Raggedy Man en face de Sissy Spacek. Il rentre chez lui, dévié par la cocaïne, perd le contrôle de son véhicule et se retrouve avec un traumatisme crânien, des blessures au visage, sous perfusion de morphine dans une chambre d'hôpital. C'est là que commence sa relation toxique et durable avec la cocaïne. Le visage qui ressort du bloc opératoire n'est plus tout à fait celui qui y était entré et les rôles changent avec lui. Mais il ne cesse pas de travailler. En 1983, Bob Fosse le choisit pour incarner Paul Snider, l'homme qui a assassiné le playmate Dorothy Stratton dans Star 80. La méthode Fosse, il impose à Eric de passer la nuit dans l'appartement même du meurtre, la veille du tournage de la scène fatale. Eric lui dit « Je ne veux pas ». Fosse répond « Si, tu vas y passer la nuit ». Eric s'exécute. Le lendemain, il tourne la scène. La performance lui vaut une 2e nomination au Golden Globe. Un an plus tard, face à Mickey Rourke dans Le Pape de Greenwich Village, une 3e nomination. Et tout cela avant ses 29 ans. Puis en 1985, il tient le haut de l'affiche aux côtés de Jon Voight dans Runaway Train sur un scénario d'Akira Kurosawa. Les 2 acteurs sont nommés aux Oscars. Eric pour le meilleur second rôle, Voight pour le meilleur acteur. Eric s'incline face à Don Ameche pour Cocoon. Mais pendant une seule nuit, en mars 1986, à 29 ans, à peine une décennie après ses débuts, Eric Roberts est l'acteur le plus prometteur de toute l'industrie hollywoodienne. Il maîtrise le drame de prestige. Il maîtrise l'action. Il peut faire les deux dans le même film. Tout Hollywood attendait la suite avec impatience.
Et ce que la suite allait révéler allait les laisser sans voix. En 1987, Roberts est arrêté à Manhattan. Il tambourinait à la porte d'un appartement. Possession de cocaïne, possession de marijuana, violation de domicile. Il frappe un policier venu intervenir. Il plaide coupable pour harcèlement. Le problème de drogue ne fait plus de doute. L'accident de voiture de 1981 avait tout annoncé et maintenant, les charges criminelles confirmaient en tout. Comme souvent dans les cas hollywoodiens, il évite la prison. 6 mois de mise à l'épreuve. En 2014, il reviendra sur cet épisode dans une interview. Bien sûr que ça a affecté ma carrière. Quand tu n'es pas à 100%, les gens le sentent. Il ajoutera également. Quand je suis entré dans le cinéma, on t'envoyait au camion des accessoires et il y avait des rails de cocaïne. Des exécutives aux producteurs jusqu'aux équipes techniques, tout le monde était sous l'emprise de cette drogue. Tout le monde était défoncé sur les plateaux. Il arrête les substances dures en 1987 après s'est démêlé avec la justice. Mais les dégâts sont déjà immenses. 2 ans de scandale judiciaire, ça laisse des traces. C'est un carrefour décisif. Lui qu'on comparait à Nicolas Cage, Tom Cruise et Mickey Rourke se retrouve à chercher du travail. Toutes les offres qui avaient afflué après Runaway Train ont disparu. Et puis un coup de téléphone arrive. Pour bien comprendre ce qui se passe ensuite, il faut savoir qui est Philip Rhee. Pratiquant de taekwondo, il a représenté les États-Unis aux Jeux asiatiques de 1980. Il a écrit un scénario inspiré de cette expérience. Il a fondé sa propre maison de production SVS Entertainment, parce que Hollywood refusait de financer le projet. Il avait besoin d'un acteur reconnu, avec des références solides pour garantir une sortie en salle. Il avait les arts martiaux. Il n'avait pas la nomination aux Oscars. Alors il a appelé Eric Roberts. En novembre 1989, Best of the Best sort en salle. Eric y incarne Alex Grady, capitaine de l'équipe américaine de taekwondo. L'homme qui n'avait jamais lancé un coup de poing de sa vie jouait désormais un homme dont c'était la seule raison d'être. Philip Rhee l'a entraîné pendant 3 mois d'affilée. Le film rapporte près de 15 millions de dollars au box-office et engendre 3 suites. 2 succès d'action consécutifs, Roberts est désormais une véritable star d'action. Peut-être que les choses allaient enfin décoller pour lui. Mais 5 mois plus tard seulement, en mars 1990, sa sœur Julia devient une star mondiale du jour au lendemain grâce à Pretty Woman, 463 millions de dollars de recettes mondiales. Elle est propulsée du statut d'inconnue à celui d'actrice la mieux payée de Hollywood en une nuit. Elle n'a que 22 ans. Le frère formé à la RADA, le frère nommé aux Oscars 4 ans avant que sa sœur ne tourne son premier film. Le frère qui avait été le plus grand des Roberts. Hollywood s'est mis à appeler le mauvais. En février 1991, sa compagne Kelly Cunningham donne naissance à une petite fille à New York, Emma Roberts. Dans les semaines qui suivent, Kelly dépose une demande de garde exclusive. Eric a 34 ans, nommé aux Oscars. Tête d'affiche d'une franchise. Et il traverse la période la plus sombre de ses années de cocaïne. Il se bat pour obtenir la garde. Il perd. Mais c'est ici que le vrai déchirement commence, parce que Julia prend le parti de Kelly devant le tribunal et finance partiellement ses frais juridiques. Et quelque part, en 1991, le frère qui avait été le plus grand Roberts et la sœur qui venait de devenir la plus grande Roberts cessent de se parler. Ils ne se reparleront vraiment pas avant 14 ans. En l'espace de 5 ans à peine, Eric Roberts est passé de l'un des acteurs les plus en vue de Hollywood à n'être plus que le grand frère de Julia Roberts. Quelque chose devait changer. La sortie de Best of the Best 2 en 1993 aurait pu y contribuer, mais le film ne récolte que 6,6 millions de dollars dans le monde entier et la franchise bascule directement en direct-to-video. En 1994 seul, Roberts tourne dans 6 films. L'expert, aux côtés de Stallone et Sharon Stone, est probablement le seul dont les gens se souviennent. Entre 1994 et 1996, il enchaîne 16 films. Pour mettre ça en perspective, Christopher Nolan n'a réalisé que 12 films dans toute sa carrière. Daniel Day-Lewis n'en compte qu'une vingtaine. Roberts, lui, a atteint ce rythme en 2 ans. Il était évident qu'il fallait que quelque chose change vraiment, et ce grand changement a un prénom, Elisa. Quand il l'épouse, elle lui pose un ultimatum. Elle ou la drogue. Il choisit elle. Il arrête tout.
Plus de substance pour le reste de la décennie. Sa carrière commence à se reconstruire. La même année, Philippe Ray le rappelle pour Best of the Best 3. Eric lit le scénario, le refuse. Il estime que le rôle d'Alex Grady trahirait le nouveau personnage principal. Le film sort directement en vidéo. On pourrait croire qu'il a esquivé une balle, mais non, parce qu'il était toujours la cible des moqueries de Hollywood pour le nombre de films qu'il acceptait. Et un an plus tard, Ben Stiller le caste dans The Cable Guy dans le rôle d'Eric Roberts, lui-même jouant les frères Sweet dans un faux téléfilm parodiant le meurtre des Menendez. La blague inscrite dans le scénario, c'est qu'Eric Roberts était exactement le genre d'acteur qui dirait oui à ce rôle. À n'importe quel rôle. Et effectivement, il a dit oui. C'était la première fois qu'une grande production hollywoodienne le castait pour ce qu'il était devenu et non pour ce qu'il avait été. Après ça, le travail se limite quasi exclusivement au rôle de méchant en direct to vidéo. Il en devient la référence absolue. Il tourne des scènes de combat pendant sa pause déjeuner. Il prend l'avion pour la journée, tue quelqu'un, repart. Dans une interview en 2014, il raconte que les appels des grands studios se sont taris quelque part au milieu des années 90. Alors il s'est simplement mis à dire oui à tout le reste. Chaque scénario, chaque rôle de 2 jours, chaque cousin, chaque oncle, chaque homme de main, chaque lieutenant de la mafia dans chaque film que vous n'avez jamais vu et une centaine que vous avez vu. Sur cette décennie, il tourne en moyenne entre 15 et 20 productions par an. Et encore une fois, pour rappel, Daniel Day-Lewis n'a tourné qu'une vingtaine de films dans toute sa carrière. Lui faisait ça chaque année. Sa sœur, elle, sur cette même période, tournait Erin Brockovich et remportait l'Oscar pour lequel son frère avait été nommé 15 ans plus tôt. Et en novembre 2004, elle donne naissance à des jumeaux au Cedar Sinai de Los Angeles. Eric arrive avec 2 cadeaux. Son plan, les déposer à l'accueil et partir. Sa sœur apprend qu'il est là. Elle demande à le voir. 14 ans de silence brisé dans une maternité par des jumeaux qui ne savaient pas ce qu'ils venaient de déclencher. Sa fille Emma, alors âgée de 13 ans, était déjà actrice, à 3 ans, d'incarner Nancy Drew. La relation entre Eric et Emma est restée, selon ses propres mots, la grande perte de sa vie. Une perte qu'il relie sans ambiguïté à la cocaïne. Le reste du monde ignorait tout de ce qui se tramait parce qu'Eric Roberts avait passé 15 ans à être l'acteur le plus présent à l'écran que les spectateurs ne pouvaient même pas nommer. Mais un homme connaissait son nom. Un jeune réalisateur britannique en pleine ascension qui avait besoin d'un méchant pour sa production à plusieurs millions de dollars. Un coup de fil s'est passé. Et Roberts, bien sûr, a dit oui. Christopher Nolan avait cette habitude remarquable de ressusciter des acteurs dont la carrière s'était étiolée pour rappeler au monde ce dont ils étaient capables. Il le caste dans le rôle de Sal Maroni dans The Dark Knight. 4 scènes. Un baron du crime de Gotham déjoué par un homme au maquillage de clown. Il joue ça comme un homme dont le règne touche à sa fin. Voix basse, calculateur, légèrement ennuyé. Il ne me tuera pas. Je compte là-dessus. Roberts a dit de Nolan, c'est un vrai gagnant. Il sait exactement ce qu'il veut à chaque seconde de chaque journée. The Dark Knight dépasse le milliard de dollars dans le monde. Le nom d'Eric Roberts apparaît quelque part dans le bas de l'affiche. C'est le film qui a rapporté le plus d'argent dans toute sa carrière. 2 ans plus tard, Stallone prépare Les Expendables, conçu comme un ultime hommage à toutes les stars d'action des années 80. Il a besoin d'un vilain. Selon la production, il a envisagé Robert De Niro, Al Pacino, Ben Kingsley et Ray Liotta. Puis il a choisi l'homme avec qui il avait travaillé 16 ans plus tôt sur L'Expert. Il a choisi Roberts. Les Expendables rapportent 274 millions de dollars dans le monde. Roberts tourne ses scènes en 3 semaines. Puis il retourne au travail. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête jamais. En mars 2026, Eric Roberts est crédité dans 809 productions sorties en salle ou à la télévision. C'est l'acteur le plus crédité de toute l'histoire de Hollywood. Plus que Samuel Jackson et Nicolas Cage réunis. Il a eu 70 ans en avril. Il travaille encore 5 jours par semaine. Il décroche encore le téléphone quand il sonne. Il se prépare encore pour les scènes d'action qu'il n'est plus physiquement taillé pour faire. Mais il le fait quand même. En 2024, il publie ses mémoires intitulées Runaway Train. Dans cet ouvrage, il présente ses excuses par écrit à sa sœur et à sa fille. Le titre est une référence au film de 1985, mais c'est aussi, on l'imagine, une référence à lui-même.
Alors voilà la vraie ta question. 809 films, nommés aux Oscars à 29 ans, 3 nominations au Golden Globe, Fosse Kurosawa, casté 2 fois par Stallone, une fois par Nolan, frère de la plus grande star de cinéma de sa génération. Et le spectateur moyen est incapable de mettre un visage sur son nom. Est-ce que c'est la drogue, l'accident, le bégaiement, la décennie de direct to vidéo, la bataille pour la garde d'Emma, la sœur, ou est-ce autre chose? Quelque chose sur Eric Roberts et sur Hollywood que cette histoire tout entière essaie de nous dire depuis le début. Quelle que soit la réponse, voilà ce qu'il dit lui-même à propos de cette période étrange autour de 1997 à 1998. Ma femme vient me voir et me dit: on reçoit entre 30 et 50 offres par jour du monde entier. Si tu veux te lancer là-dedans, j'ai dit oui en pensant que ça durerait 2 ou 3 ans. Ça fait presque 30 ans maintenant. Et c'est tellement fun. Je vis les meilleurs moments de ma vie. Je suis tellement chanceux et reconnaissant. À toi, Eric Roberts, l'homme aux plus grandes apparitions à l'écran de toute l'histoire du cinéma. 809 films. Et le compteur tourne encore, la vraie question qui reste en suspens. Va-t-il atteindre le millier? Eric Roberts était une véritable légende des années 80 et aurait pu devenir l'un des plus grands acteurs de tous les temps, sans les substances. Si cette vidéo vous a captivé, si vous n'avez pas encore rejoint cette communauté, c'est le moment. Abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne jamais manquer un épisode. Ces histoires-là méritent d'être entendues.